On va peut-être commencer. Donc, moi, je suis Muriel Martin-Dupré, coprésidente de FNE Île-de-France, et je participe au groupe de coordination du pacte dont va vous parler Olivier Clément, du pacte du pouvoir de vivre. Et c'est à ce titre qu'on s'était engagé à proposer, dans le cadre de la campagne présidentielle, des tables rondes ou des moments pour illustrer, alors sans prise de position politique, hein, bien entendu, mais illustrer les sujets qui nous semblent emblématiques du pacte. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette thématique de la transition écologique plus juste, avec l'exemple de l'économie circulaire, pour donner la parole essentiellement à des acteurs de terrain qui concrètement illustrent ce propos. Alors, mon coprésident, Luc Blanchard, qui terminera la réunion tout à l'heure, vous expliquera comment tout ça se boucle dans le travail que nous avons engagé à FNE Île-de-France cette année, le travail autour du schéma régional d'aménagement du territoire francilien, qui se veut un schéma d'aménagement écologique, environnemental. Tout le monde rajoute l'environnement en fin de mots pour montrer qu'ils sont exemplaires. À nous, les associations et les organisations non gouvernementales, d'être vigilants sur les engagements que les uns et les autres peuvent prendre. Et c'est pour ça que Bernard Loup, qui tout à l'heure parlait du triangle de Gonesse avant que nous commencions cette réunion, il faut saisir ces périodes préélectorales pour interpeller les futurs élus sur les sujets que nous considérons comme soit définitivement écocides, soit exemplaires et qu'on voudrait voir se multiplier. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Olivier Clément, qui est notre homme du pacte du pouvoir de vivre en Île-de-France et qui va vous rappeler pourquoi et comment un certain nombre d'associations comme la nôtre se sont joints à d'autres dans ce grand mouvement. Vas-y Olivier, c'est à toi. Merci Muriel. Alors je ne vais pas être très long, simplement me présenter déjà dans un premier temps. Je suis Olivier Clément, secrétaire régional de la CFDT Île-de-France et aussi en charge de coordonner ce groupe du pacte du pouvoir de vivre Île-de-France. Et j'y reviendrai dans un instant. Alors, merci de m'avoir invité pour introduire cette table ronde en distanciel. C'est vrai, nous nous retrouvons au croisement, on va dire, des questions qui engagent notre avenir à tous. Et le pacte du pouvoir de vivre qui s'est constitué, il faut le rappeler, au lendemain des Gilets jaunes, pour répondre autrement, on va dire, de manière peut-être plus constructive aux divers enjeux, tant sociaux, écologiques, économiques ou même, je dirais, démocratiques, surtout en cette période électorale où tout peut basculer dans le néant ou, en tous les cas, dans l'incertitude la plus sombre. Donc, l'avenir, c'est un mystère pour personne, hein, se joue si nous saurons relever simplement le défi de la conjugaison du social et de l'écologie. Et notre groupe du pacte du pouvoir de vivre Île-de-France, que j'ai donc plaisir de coordonner, et qui se forme d'une douzaine d'organisations, hein, rappelons que ce sont 67 organisations à l'échelle nationale qui sont signataires de ces 90 propositions, parmi lesquels, bien évidemment, à l'échelle régionale, France Nature Environnement, et bien évidemment CFDT Île-de-France, mais sans oublier les copains de la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs, ou encore la CIMAD. Et la question, effectivement, qui nous interroge, en tous les cas, c'est les enjeux écologiques et sociaux, je le disais il y a un instant, car nous croyons qu'il est indispensable que ces mêmes organisations puissent se fédérer en menant une réflexion. On le fait aujourd'hui à travers une table ronde. Muriel l'a précisé, notre groupe du pacte francilien se réunit une fois par mois, une fois tous les mois et demi, tout dépend de l'agenda des uns et des autres.
Et l'avant-dernière réunion avait pour objectif, entre autres, d'établir des tables rondes, ou en tous les cas, organiser des tables rondes. Vous avez cette première, celle qui commence à l'instant et qui touche bien évidemment une question cruciale, celle de la question de l'écologie, mais à travers effectivement la question de l'économie circulaire dans ses grandes largeurs. Car pour nous, elle est un des maillons clés qui sera assurément être une réponse, ou en tous les cas une grande partie de la solution si nos dirigeants de demain acceptent de nous écouter et d'en suivre les modestes revendications ou simples propositions. Le pacte du pouvoir de vivre a pour but aussi de travailler plus collégialement et moins en silo. Tout à l'heure, vous avez cité le SDRIF, SDRIFE, excusez-moi maintenant, et puisqu'il y a le E d'environnement, il y a juste titre qui vient se greffer à cet acronyme, et la participation de la CFDT, ou encore, je le sais, de France Nature Environnement, puisque Luc Blanchard était participant sur l'une des tables rondes du premier comité des partenaires le 25 mars dernier, et nous y avons assisté. Je pense que là aussi, il y a un enjeu bien évidemment à l'échelle régionale, mais un enjeu à travailler ensemble sur ces questions. Et le pacte du pouvoir de vivre n'a pas pour but de manière injonctive à décider, mais par contre, de manière plus collégiale, à s'entendre, après réflexion, à travailler sur des sujets où nous nous retrouvons communément. Je n'irai pas beaucoup plus loin, vous l'avez compris, c'est un groupe de travail qui, demain, n'appartient pas à une seule organisation syndicale ou à une seule organisation de mouvement écologique ou encore d'aide aux plus démunis. Non, je pense que toutes ces questions, en tant que citoyens et femmes et hommes que nous sommes engagés, eh bien, nous appartient à nous de nous en emparer et d'échanger, bien évidemment avec le respect du terrain de prédilection de chacun. Et je crois que l'avenir appartient à ce travail collectif que nous pouvons mener ensemble. En tous les cas, c'est ce à quoi nous tous, et Muriel peut en témoigner, à l'échelle effectivement de notre groupe francilien, eh bien, nous œuvrons à chaque fois que nous nous réunissons. Juste une petite publicité, puisque je vous parlais il y a encore un instant, de table ronde. Il y en a une deuxième qui se prépare, ce sera le 7 juin, et c'est à l'initiative du Secours catholique et de la CIMAD, et qui portera sur les fractures numériques, qui concernent bien sûr la problématique du droit d'accès des migrants, mais aussi des personnes âgées ou encore des personnes les plus démunies. C'est aussi une autre question que le pacte du pouvoir de vivre veut porter à travers ces réflexions. Alors le 7 juin, ça sera vers 17h, et pour le coup, ça ne se fera pas en visio, mais plus précisément en présentiel, comme on dit, à la Bourse du Travail de Bobigny. Voilà, et à l'initiative, donc, entre autres, et l'aide de la CFDT Est francilien. Voilà, je n'irai pas plus loin dans les explications parce que le temps tourne et je pense que vous êtes toutes et tous, d'abord merci d'être là, dans l'attention de porter des propos et puis des réflexions et des débats autour des sujets qui touchent notre avenir, tant à l'échelle écologique que sociale. Voilà, merci. Merci Olivier. On va démarrer, comme vous l'avez vu dans le programme. Peut-être Margot, tu peux remettre le programme pour qu'on le partage tous. Effectivement, le propos principal, c'est voir comment on croise les moyens concrets de construire une société plus équitable, plus solidaire, et comment la transition écologique est une opportunité à la fois pour œuvrer en faveur d'un environnement et d'un monde plus vivable et œuvrer pour l'insertion des publics qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et donc, j'ai invité Yann Fradin, qui est vice-président d'Emmaüs France, qui est donc une organisation signataire dès le début du pacte et qui est par ailleurs le fondateur de l'association Espace, qui organise des chantiers
dans les métiers de l'environnement, mais pas que, et il va vous l'expliquer. Et puis, deux femmes de terrain, parce que moi j'ai confiance dans les femmes de terrain. Sylvia Devescovi, qui nous parlera de la coopérative Cycloterre, qui est soutenue par la ville de Sevran et qui est exemplaire en matière d'économie circulaire, puisque c'est à partir de la récupération de déchets de chantier qu'ils produisent des matériaux en terre crue pour la construction et pas que. Et puis Laetitia Varque, qui, elle, est à Arcueil et qui est membre du conseil d'administration d'une ressourcerie, et elle vous expliquera toutes les activités de la mine mises en place il y a déjà quelque temps à Arcueil. Et puis Francis Redon, le président d'Environnement 93, qui est notre homme spécialiste des questions déchets et économie circulaire à FNE Île-de-France, vous parlera de différentes initiatives qu'il a prises et auxquelles ils sont associés en Île-de-France. Et Luc terminera, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour nous parler de l'ambition zéro déchet dans le prochain schéma régional Île-de-France. Donc, sans plus tarder, Yann, tu as 10 minutes chrono, et si on peut avoir un petit peu de temps à chaque fois pour te poser 2-3 questions, que ça ne soit pas uniquement un défilé d'intervention, même si je sais que vous serez brillants les uns et les autres. Yann Fradin, à toi. Merci Muriel, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, d'abord sur la question du pacte du pouvoir de vivre, effectivement, Emmaüs France, on est très, très mobilisés. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce pacte, Olivier l'a dit avant, c'est vraiment cette imbrication très forte désormais entre le social et l'environnemental, et qu'il faut par contre continuer à construire. Et je suis particulièrement heureux d'être à FNE aujourd'hui parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, à la fois de mettre de l'environnement dans la lutte contre l'exclusion au quotidien et mettre de l'insertion de la lutte contre l'exclusion dans les luttes environnementales. Donc au niveau d'Emmaüs, je vais d'abord parler un tout petit peu d'Emmaüs, puis après j'irai sur Espace. Sur Emmaüs, on est né des chiffonniers d'Emmaüs, donc on est né sur vraiment la question de la récupération, du réemploi, il y a plus de 70 ans, et sans qu'à l'époque c'était plus une logique d'après-guerre, d'économie, de vivre de ce qui n'existait pas, quoi, de solvabiliser ce qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, c'est devenu une grande politique publique, et notamment sous la pression à la fois d'Emmaüs, mais également, bien sûr, des associations environnementales. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment un enjeu majeur. On était en réunion ce matin régionale Emmaüs France sur ces sujets-là. C'est qu'aujourd'hui, désormais, le secteur classique marchand se met à fond là-dessus. Tout le monde connaît Vinted, la seconde main, par exemple, qu'on retrouve dans tous les supermarchés ou de plus en plus, mais là, avec aucune éthique sociale et l'éthique environnementale, au-delà de la seconde main, on ne sait pas ce que ça devient après. Donc, il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là pour l'avenir de la filière. Et pour donner un exemple, le textile en France, la récupération de textile en France, aujourd'hui 55%, et passe par Emmaüs, par les groupes Emmaüs. Alors Emmaüs, c'est le relais, c'est les boutiques, c'est les communautés en Île-de-France ou ailleurs, mais c'est aujourd'hui que 6% des ventes. C'est-à-dire quand vous achetez on achète un gilet, un jean de seconde main, il n'y en a que 6% qui sont vendus par Emmaüs, donc un peu plus par quelques autres ressourceries, etc. Mais donc 90% est vendu par le secteur privé, c'est-à-dire qu'en clair, la marge elle est faite par le privé, et nous, par contre, on trie. Les petites mains et l'insertion trie. Donc il y a vraiment des enjeux de ce point de vue-là. Alors, Espace, pour revenir sur Espace, on est né de la fermeture des usines Renault à Boulogne-Billancourt, et Luc Blanchard a fait partie de cette aventure, et on s'est dit très rapidement qu'il y avait matière à travailler sur l'urbanisation ou la réurbanisation de ce site. C'était 50-60 hectares qui finissent tout juste de s'urbaniser avec l'île Seguin, dont il est souvent fait question. Et comment réurbaniser un site en créant des emplois d'insertion, en étant dans une logique de ville insérante.
Donc, on a créé Espace, effectivement, en chantier d'insertion. À l'époque, on a fait partie des structures qui ont inventé les chantiers d'insertion en 95, qui ont été reconnus par la loi en 98, par la première loi de lutte contre les exclusions, comme mode d'insertion, donc par le travail. L'insertion par activité économique, je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne, mais donc c'est un agrément d'État et des subventions qui sont données à un certain nombre d'organismes, pour l'essentiel, même pour 90%, toujours d'économie sociale et solidaire, mais pour la plupart à statut non capitalistique, qui vont permettre de réinsérer des personnes très éloignées de l'emploi, des personnes sortant de prison, des jeunes sans qualification, des personnes qui ont des difficultés sur le marché de l'emploi. Et un des gros enjeux, c'est d'inventer parallèlement des nouveaux métiers, de travailler sur cette transition écologique, puisque le recyclage, l'élagage, la vente, tout ce qui est vélo, recyclage de vélo, etc., très souvent a été initié, même presque toujours, par des structures d'économie sociale et solidaire et d'insertion. Et donc, il y a vraiment des enjeux majeurs de soutenir ces activités-là. Et pour aller sur l'activité majeure d'Espace, alors Espace a créé une ressourcerie à Chaville, qui s'appelle La Petite Boutique, qui marche très, très bien. Et sans ça, donc métier traditionnel d'Emmaüs, et sans ça développe depuis presque 30 ans l'entretien des espaces verts et naturels en Île-de-France, a fait partie des structures en pointe, puisque déjà il y a 30 ans, on n'utilisait pas de pesticides, et à l'époque, on nous considérait comme des fous furieux de ne pas utiliser de pesticides dans les espaces verts. Aujourd'hui, c'est la loi. On a lancé aussi la gestion différenciée des espaces verts, la gestion écologique, le génie végétal, donc le maintien des berges par technique végétale, et à chaque fois des actions qui à la fois sont respectueuses de l'environnement, sont accessibles à des personnes très éloignées de l'emploi et des personnes dont ce n'est pas le métier. Et ça, c'est aussi assez important, puisque pour inventer des nouveaux métiers, très souvent, il est plus facile, ou en tout cas plus facile d'aborder ça avec des personnes qui sont éloignées de ces métiers-là, c'est-à-dire qui sont vierges, je dirais, entre guillemets, en termes de représentation de ces métiers-là, avec cependant un encadrement de personnes évidemment qualifiées. Et donc, ça nous a permis de développer des endroits en Île-de-France que vous connaissez bien. Je pense notamment au parc de l'île Saint-Germain qu'on a créé, qui est un des beaux parcs écologiques d'Île-de-France, à Issy-les-Moulineaux. On travaille sur le parc de Saint-Cloud avec des chevaux de trait. On a rénové, on rénove la petite ceinture avec des associations d'insertion. Il y a 4 associations d'insertion qui gèrent l'ensemble de la petite ceinture depuis 15 ans et Espace même depuis presque 30 ans. Donc, avec toujours cette question cette idée de créer de nouveaux emplois, de permettre à des personnes de sortir de l'exclusion par l'invention d'une autre société. Et donc, on s'inscrit à ce niveau-là complètement dans le pacte du pouvoir de vivre. Peut-être dire aussi que ça apporte des nouvelles personnes, des personnes sur des marchés qui sont en tension, des marchés de l'emploi, ou des marchés qui se créent. On prend par exemple le recyclage du vélo aujourd'hui, on pense les espaces verts où j'ai une petite blague où souvent je dis les lycées agricoles sont à la campagne mais les lycées de la nature sont en ville, donc on a un problème et donc en clair la production des espaces verts manque de main d'œuvre depuis toujours et de main d'œuvre qualifiée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour entrer dans l'entreprise d'espace vert, le plus important, c'est le permis de conduire, mais pas tellement de savoir s'occuper de l'environnement, de connaître l'environnement, parce qu'il manque tellement de main-d'œuvre qu'il faut d'abord quelqu'un qui conduise le camion, puis après, s'il peut connaître l'espace vert, c'est mieux, en tout cas sur les métiers de base. Et donc, du coup, on a vraiment tout un enjeu aussi d'améliorer le contenu des emplois et le contenu, du coup, de la qualification des métiers concernés. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on ait une appréhension du volume de personnes qui sont employées, de type de marché, quelques éléments chiffrés? Alors, quelques éléments chiffrés, là, je ne les ai pas tout de suite. Sur l'Île-de-France, on est à peu près, on est sur pas loin de 10 000 personnes qui travaillent dans l'insertion, sur les questions d'insertion. À Espace, par exemple, aujourd'hui, c'est 150 personnes, 170 personnes qui travaillent tous les jours au sein d'Espace. C'est en termes
Voilà, oui, en termes, je le disais un peu sur la question du recyclage. Donc, par exemple, du textile, on est à 50-60% de l'ensemble du textile qui est collecté. Voilà, après, on n'a pas des chiffres très consolidés parce qu'après, il faudrait sélectionner dans l'environnement particulièrement, mais on pourrait le retrouver. Et selon les métiers, que ce soit les différents sujets, mais voilà un peu ce qu'on a. Mais par exemple, pour prendre ce qui est espace, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, ce qu'on peut dire sur la gestion des espaces verts, on gère, par exemple, espace, on intervient donc pour la ville de Paris, mais on intervient sur des villes comme Courbevoie, Antony et Saint-Cloud. J'aime bien ce que disait l'ancien directeur des espaces verts de la ville de Courbevoie. Il disait pour que l'entretien d'une ville des espaces verts, parce qu'il parlait de son service, d'un gros service espaces verts, il y a besoin des métiers de la régie, donc des fonctionnaires qui entretiennent les espaces verts, il y a besoin d'entreprises sous-traitantes pour des questions techniques, les lagages par exemple, des choses comme ça, mais il y a besoin aussi de structures d'insertion qui vont pouvoir faire du travail et lier la population avec l'activité et l'entretien de l'espace public, et enfin il y a besoin des habitants qui vont intervenir dans la végétalisation en ville, les permis de végétaliser, les jardins partagés. Et c'est cet ensemble-là qui fait qu'on a une gestion optimum et je dirais intégrante et intégrative des espaces verts dans l'espace public. Et je dirais ça, on pourrait le relier sur tous les métiers. On pourrait le faire sur le réemploi, on pourrait le faire même sur le numérique, pourquoi pas, etc. Donc vraiment se dire que si on veut être intégrant, intégratif, et être le plus loin possible dans la gestion écologique, il y a besoin de cet ensemble, de ce panel de participants, d'acteurs. Alors, tu l'as dit, c'est un secteur qui est quand même soutenu par les pouvoirs publics. Parce que toute la question nouveaux métiers, mais rentabilité, équilibre financier, qu'est-ce que tu peux nous dire là Après, ça dépend des activités. Les activités, je dirais, après, bon, il y a une question de gestion et de modèle économique. Si on va prendre par exemple des jardins partagés, il n'y a pas d'activité économique où elle est très, très limitée, économique liée à l'emploi. Nous, on crée quelques emplois d'éco-animateurs, mais c'est essentiellement géré par les bénévoles. Et c'est assez logique. Espace anime une quarantaine de jardins partagés en Île-de-France. Donc avec un millier presque de jardiniers adhérents bénévoles dans ces jardins. Là, on a un petit peu d'activité économique, et ce qui est aussi logique. Il n'y a pas matière à financer de la part de la collectivité il n'y aurait pas des dizaines de milliers d'euros en tout cas aujourd'hui, sur la gestion de jardins partagés. Par contre, pour la gestion des espaces verts, là, il y a besoin, c'est traditionnellement un secteur qui s'est marchandisé, qui nécessite un entretien de la part de la puissance publique, même si on pourrait imaginer autrement. On pourrait imaginer, et ça se fait dans quelques copropriétés, mais que dans un ensemble HLM, ce soit les habitants qui gèrent les espaces verts. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui viennent. Et là, c'est là qu'on est dans la caricature, où on a des entreprises qui vont venir entretenir les espaces verts, souvent les bâcler un peu parce que les bailleurs sociaux serrent tellement les prix que du coup, c'est fait au minimum. Et on envoie la facture aux gens à l'étage qui eux-mêmes n'ont pas de boulot et sont coincés dans leur appartement. On voit bien que là, on a un truc complètement tordu qui peut largement s'améliorer, en clair, en faisant descendre les personnes, en leur permettant de descendre, de cultiver leur jardin au pied d'immeubles. Et c'est petit à petit ce que font un certain nombre de bailleurs sociaux, je pense I3F, Logirep ou d'autres, Paris Habitat, de permettre et d'organiser ça. Et là, il y a besoin effectivement de structures. Sans ça, sur l'aspect, grosso modo, il y a deux chiffres à avoir en tête sur le modèle économique des structures d'insertion. Une entreprise d'insertion, donc les entreprises qui sont sur le secteur marchand. Nous, on a une filiale qui s'appelle Nature Espace qui fait ça. Il y en a des connus, Envie, la Table de Canard, Entraiteurs Solidaires, des structures de ce type-là. L'entreprise d'insertion, c'est à peu près 10% de son budget est en aide de l'État. Donc, on voit que c'est rikiki, c'est 10%, et le reste, c'est des marchés comme n'importe quelle entreprise classique, même s'il peut y avoir des marchés réservés d'insertion ou à clause sociale. Et je vous encourage les uns les autres à demander aux collectivités de mettre des clauses sociales, voire des marchés réservés, c'est-à-dire que seules les structures d'insertion, les structures embauchant des personnes handicapées
peuvent répondre à ces marchés-là. Donc, c'est un choix de la collectivité de se dire, voilà, pour ces marchés-là, je pense que je veux le réserver à tel type de structure, et c'est la loi le permet. Et donc là, ça permet d'avoir cette activité-là. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est 10%, et le chantier d'insertion, donc un chantier d'insertion, c'est à peu près entre 25 et 30-40% de financement lié à l'emploi. Et ensuite, il y a des financements pour les chantiers d'insertion, par exemple, donc, qui sont de l'activité d'insertion pour des personnes plus éloignées de l'emploi, qui vont être avec des subventions liées à l'activité. Je prends un exemple, Espace, par exemple, la RATP, qui a été très courageuse, a décidé de confier l'ensemble du T2, des talus du T2 à Espace il y a 5 ans maintenant. On a mis 20 ans à les convaincre, donc on était contents. Et du coup, c'est géré en chantier d'insertion. Et donc, la RATP, au lieu de passer un marché, là, a décidé de le confier sous forme de subvention, de convention de subvention à Espace pour monter un chantier d'insertion permanent. Et c'est assez intéressant dans la subvention. Alors, c'est un peu de mécanique, mais on devient maître d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes le maître d'ouvrage du chantier d'insertion sur les talus ferroviaires pour développer un entretien écologique et solidaire de ces. Merci Yann, tu as tenu quasiment dans les 10 minutes, c'est une prouesse de ta part, je t'en remercie. Je m'entraîne. Uriel, est-ce que je peux poser une question à oui, Yann? Justement, j'allais dire trois questions pardon. maxi, parce que après les 3 exposés de terrain, on se fera peut-être un petit moment pour qu'on ait la totalité des expériences qui auront été développées, mais là, n'hésitez pas à poser en direct à Yann 2-3 questions pour approfondir ses propos. Allez-y. Merci. Donc, moi, j'ai une question sur les entreprises classiques et la clause d'insertion. Dans ma collectivité, je crois que nous avons une clause plutôt ambitieuse, une volonté vraiment d'intégrer la clause d'insertion à quasiment tous nos marchés publics, de travaux en tout cas. Et en fait, c'est vraiment un bras de fer avec les entreprises qui, très souvent, qui considèrent que c'est une charge en fait et que ça n'apporte rien, que ça leur donne une charge supplémentaire sans vraiment lier à des tâches pas très valorisantes. Vraiment je ne sais pas, homme trafic, des choses comme ça en fait. Ouais. Donc, je me demandais si le modèle de la clause d'insertion avec des entreprises classiques, malgré ces difficultés, vous semble quand même prometteur ou s'il faudrait vraiment plutôt concentrer les énergies sur les vraies entreprises d'insertion? En fait, il y a un peu deux choses. Ce que tu dis est complètement clair là-dessus. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises, nous on travaille avec certaines qui jouent complètement le jeu là-dessus. Sauf que tout le problème de la clause sociale, c'est que la collectivité cherche quand même, l'acheteur, à réduire au maximum les prix, à être au plus offrant, etc. Et donc, du coup, l'entreprise serre ses prix et elle se retrouve avec une contrainte et une charge en plus une charge d'aller faire travailler des personnes en insertion, voire de sous-traiter. Alors, il y a plusieurs modalités. Ça peut être embaucher des personnes en insertion issues de l'insertion par l'entreprise ou ça peut être sous-traiter une partie de l'activité. Donc, ça, on le fait avec certaines entreprises, même avec de la co-traitance. Par contre, moi, je dirais, je plaide plus sur les marchés réservés d'insertion, c'est-à-dire que la collectivité, dès le départ, décide de dire cette partie-là, je prenais l'exemple, un tiers des espaces verts, je vais les confier à une structure d'insertion. Là, il y a un peu 2 méthodes. Soit c'est un chantier d'insertion qui existe, donc il y a un sourcing à faire des structures avant sur le terrain pour savoir qui peut répondre. Soit là, c'est de passer en subvention, donc c'est de dire ça va être la modalité de la convention d'objectifs qui va être utilisée. Donc là, c'est un choix de la collectivité. La collectivité délibère en conseil municipal de passer avec une structure. C'est souvent assez dur de convaincre certains services là-dessus, mais ça marche très bien et pour moi, c'est le plus efficient. En chantier d'insertion, en entreprise d'insertion, ce n'est pas possible, on est dans le secteur marchand et là, c'est le marché réservé qui va être le plus adapté. Par contre, là où il y a besoin, moi, je pense, c'est que la collectivité, les collectivités, il faut savoir les collectivités, c'est les établissements publics aussi, les EPIC aussi sont concernés et désormais même les entreprises privées, tout le monde peut faire du marché d'insertion ou à clause sociale, c'est d'utiliser la palette selon les sujets. C'est-à-dire si vous avez une structure super performante d'insertion sur le territoire, quel intérêt de passer un marché à clause sociale où vous allez mettre en concurrence une structure d'insertion
avec une structure classique. Par contre, si vous avez personne, c'est toujours bien de mettre une dose de social dans les marchés parce que voilà, ça irrigue, ça oblige les entreprises à jouer aussi cette mission. Après, il y a toute une ingénierie. Alors, on le fait beaucoup, mais ça, on peut y travailler après, pareillement. Donc, avec les fédérations, on a le GRAFIC et le groupement régional des structures d'insertion par l'économique en Île-de-France. On a les fédérations, que ce soit la Chantier École, la FEI, la Fédération des entreprises d'insertion ou autres, qui travaillent sur toutes ces questions-là pour faire le lien entre les structures et les entreprises et les acheteurs, les maîtres d'ouvrage. Merci Yann. S'il n'y a pas d'autres questions, Sylvia, vous aviez pris la parole, donc vous allez la garder en ouvrant votre micro et nous parler de ce qui se passe à Sevran, parce que là, on est vraiment sur un sujet qui, nous, à FNE Île-de-France, nous concerne beaucoup, qui sont les déchets du Grand Paris. Avec tous ces travaux du Grand Paris Express, avec un certain nombre de choses, on voit que ces déchets se multiplient. On a d'ailleurs, Luc en dira peut-être un mot, ou Francis tout à l'heure, des relations avec des fédérations d'entreprises qui sont dans ce secteur-là. Mais dites-nous ce qui se passe à Sevran avec la coopérative dont vous avez été les porteurs et les cofondateurs. Avec plaisir. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Donc, Cycloterre aujourd'hui est une activité économique. Ça a été un projet pendant quelques années et puis maintenant on a dépassé le stade de projet et c'est une fabrique qui se situe à Sevran, donc dans le nord-est de la Seine-Saint-Denis. Nous avons fait le choix d'intégrer cette fabrique dans le tissu urbain. Donc, ce n'est pas une activité productive qui se situe en marge de l'urbanisation, voire à l'extérieur totalement. Elle se situe vraiment dans le tissu urbain. Et donc, l'une des contraintes auxquelles nous avons fait face, c'est comment intégrer une activité productive avec ses nuisances à côté d'autres activités, notamment de services publics. Vous avez ici une image de la façade de Cycloterre. Le bâtiment a été livré en octobre 2021, donc c'est tout récent. Et c'est un projet qui a été financé très largement par l'Europe, je reviendrai là-dessus. C'est une activité donc, qui vise à produire des matériaux de construction à partir de terres d'excavation. Donc nous sommes en plein dans l'économie circulaire. On ne va pas chercher de la terre en carrière, on prend de la terre qui a été excavée en tant que sous-produit en fait, de la production de la ville. Donc il s'agit de la sélectionner, de la stocker, de la sécher, de la préparer. Et ensuite, on passe à la phase de production de matériaux, vraiment de transformation. Et in fine, une fois que les matériaux sont produits, qui sont secs, ils peuvent partir sur le chantier et là, ils sont mis en œuvre dans le bâtiment. Et à partir du moment où on n'aura pas mis d'adjuvants chimiques dans la matière, dans les matériaux, en fait, en cas de démolition du bâtiment, les matériaux ne deviennent jamais un déchet. En fait, ils peuvent redevenir de la terre ou redevenir d'autres matériaux de construction. Donc, c'est vraiment une boucle parfaite d'économie circulaire. Les enjeux, donc on vient d'en parler, Muriel en a parlé, c'est d'abord la question de la valorisation des débris de chantier. C'est une problématique qui est immense dans les régions urbaines, dont l'Île-de-France, évidemment autour du Grand Paris Express, mais pas que. Mais on va dire qu'en termes, donc notre projet, l'intérêt du point de vue des débris de chantier, il est intéressant du point de vue qualitatif, dans le sens où on fait un vrai usage de la terre. On va utiliser la terre en valorisant ses qualités propres. Ce n'est pas une valorisation volume, c'est une valorisation matière, où vraiment ce sont les qualités de la terre qui sont mises en avant. En termes quantitatifs, on reste vraiment très humble par rapport aux enjeux de stockage des déblais, d'évacuation des déblais dans les secteurs urbains. En tout cas, tant qu'il y a un seul site de production, celui de Sevran. En revanche, que ce soit en termes qualitatifs mais aussi quantitatifs, le projet il est intéressant du point de vue de la construction. Ce sont vraiment deux axes parallèles. On a l'axe valorisation des déblais et de l'autre côté, construction écologique. Et donc, de ce point de vue, y compris en termes quantitatifs, le projet est intéressant parce qu'avec les matériaux que nous allons produire à Cycloterre au cours d'une année, on peut déjà créer plein de mètres carrés de cloisons, par exemple, de murs intercrus, ce qui va permettre de baisser l'empreinte carbone des bâtiments.
Je vais passer très vite sur cette slide, mais j'enverrai la présentation à Muriel pour qu'elle puisse la diffuser après. En gros, il y a tout un tas de qualités des matériaux terre crue, notamment autour de la régulation de l'humidité, de l'inertie thermique, des qualités esthétiques du matériau, le fait que c'est un matériau brut, donc il n'y a pas de… ça contribue à avoir un air sain à l'intérieur de locaux. Et puis, c'est aussi un matériau recyclable. Donc, ça fait tout un tas de sujets, de qualités qui à la fois sont bons pour l'environnement, on va dire, mais ils sont bons aussi pour les utilisateurs des espaces. Et du point de vue des utilisateurs, l'esthétique est très importante aussi. Et donc, ce qui est génial avec ce type de matériaux, c'est qu'on peut créer des espaces qui sont très appréciés des utilisateurs parce que c'est un matériau qui a de vraies qualités esthétiques, qui a un côté chaleureux, naturellement, comme d'autres matériaux naturels d'ailleurs. Et donc, ça participe un peu des qualités de ce matériau. Une autre catégorie d'enjeux qui sont traités dans ce projet, c'est la question de la filière d'emploi. Ça permet de créer de nouveaux métiers liés à la construction écologique. Et comme on sait que dans le BTP, en fait, le BTP fait partie de ces métiers en tension, nous avons vu que les matériaux naturels, dont la terre crue, ont vraiment le potentiel pour attirer vers le BTP des personnes qui autrement ne seraient pas intéressées par ce type de métier. Et donc, c'est quelque chose qui est évidemment très important pour un territoire comme la ville de Sevran, où il y a un taux de chômage important, où il y a des profils qui peinent à trouver un emploi, alors qu'effectivement, à proximité, il y a plein de chantiers qui pourraient embaucher. Pour vous donner un petit cadrage en termes de calendrier, nous avons démarré le travail sur le projet en mars 2018. Et nous l'avons terminé, pas vraiment en septembre, plutôt en octobre 2021. Et donc, nous avons été cadrés par ce financement européen. Vous voyez le logo en bas à droite de l'initiative UIA qui nous a financés. Et donc, pendant tout ce temps, nous avons conçu le projet, conçu le bâtiment de la fabrique, son process industriel, acheté les machines, créé la société d'exploitation de l'activité, et obtenu tout un tas de certifications qui permettent d'utiliser les matériaux plus facilement et d'assurer les bâtiments. Je passe vite sur les porteurs de projets, mais on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Pour vous donner un peu une idée de comment ça marche, la fabrique, elle est posée sur une parcelle vraiment très compacte, très petite même, de 2500 m². Donc, les concepteurs ont dû faire un vrai effort d'optimisation de l'espace. La matière première, donc la terre, notamment, mais pas que, arrive par le numéro 1, ici à gauche, et les camions vont décharger tout au fond de la fabrique, là où il y a le numéro 2 et jusqu'à 4, la matière première. Elle est stockée là-bas. Ensuite, dans le numéro 3, là où il y a le numéro 3, il y a le mélange des différentes matières premières, c'est-à-dire la terre, le sable quand c'est nécessaire, les fibres végétales. Et ensuite, ça passe en production dans le numéro 5, où il y a les différentes lignes de production. Comme l'espace est très restreint, on a vraiment besoin de sécher vite les matériaux pour qu'ils puissent partir sur chantier. Tant que les matériaux sont humides, ils ne peuvent pas partir sur chantier. Donc, nous avons conçu un système de séchage, un tunnel de séchage qui est le numéro 7. Et le stockage des matériaux finis se fait tout autour des murs de la fabrique, par exemple là où il y a le numéro 6. Et à l'étage, vous voyez sur les numéros 9, 10 et 11, c'est la mezzanine où il y a les bureaux en fait, et les espaces du personnel. Vous avez ici une image depuis la mezzanine où on voit sur la droite le tunnel de séchage qui était encore vide à l'époque et avec au fond les alvéoles de stockage de la matière première. Ici, donc, c'est de la terre qui est en train d'attendre d'être mélangée. Il y a un très beau parc derrière la fabrique et ça contribue énormément, je pense, à la qualité du travail au sein de ce bâtiment. Le bâtiment a été conçu par l'agence Joly Loiret et voilà, de mon point de vue, j'estime que c'est une très, très belle réussite. Et ici, vous avez la zone de production qui est, comme je dis tout à l'heure, en fait, comme la fabrique est un secteur urbain, on a dû vraiment faire un travail d'isolation phonique pour éviter de créer des nuisances sonores vis-à-vis des voisins. Ici, vous avez le tunnel de séchage 2 mois après le lancement de la production, donc il commençait sérieusement à se remplir avec des blocs de terre comprimée.
Voici donc les principaux matériaux, des blocs de terre comprimés et leur mortier, ce qui permet de faire des murs en bloc, en maçonnerie terre crue 100%, comme ici, c'est l'un des murs de la fabrique. Nous vendons également des enduits, nous produisons et vendons également des enduits. Vous avez ici une image d'un type de pose possible, décoratif d'enduit à l'intérieur, qui a été fait par un artisan qui s'appelle Romain Guillon. Et nous sommes en train de développer un autre produit qui n'est pas encore commercialisé, mais qui est très intéressant de plusieurs points de vue, qui sont des panneaux de terre extrudés, dont vous voyez ici une image en sortie de production. C'est un produit qui est encore un peu à l'étape expérimentale, mais qui a vocation à remplacer un matériau tel que le placo, le BA13 ou le fer nacelle. Voilà, donc tout ce que je présentais jusque-là, c'est ce que nous avons fait entre 2018 et 2021. Et donc, c'était la conception et le lancement de cette activité de production de matériaux en terre crue à partir des baies de chantier. Maintenant, Cycleterre est une activité qui a pignon sur rue et qui commence à avoir sa propre clientèle. Et par ailleurs, le tout premier client de Cycleterre a été le mouvement Emmaüs, parce que c'est Emmaüs Habitat qui a acheté nos matériaux en septembre pour un centre d'accueil de jour à Carrière-sous-Poissy. Donc, maintenant que Cycleterre a des clients et qu'elle va fournir les matériaux et qu'elle a commencé à le faire, se pose de façon très sérieuse et un peu urgente la question de des compétences. Il y a deux catégories d'utilisateurs des matériaux en terre crue, les concepteurs d'un côté et les maçons et les autres artisans et entreprises qui utilisent les matériaux qu'ils construisent. Du côté des concepteurs, alors il faut dire déjà que quand Cycleterre a commencé son activité, son projet même, il n'y avait pas tellement de compétences, il y avait peu de compétences en Île-de-France sur les deux volets. Aujourd'hui, il y en a déjà un peu plus, mais on voit quand même une différence du point de vue des concepteurs. Du côté des concepteurs, il y a énormément de curiosité, d'intérêt, et la formation, on va dire, nous, on a créé un ensemble d'outils qui sont facilement appropriables et qui permettent de construire d'utiliser la terre crue à bon escient dans la conception. Je ne l'ai pas mis là, mais nous avons 2 ATEX et bientôt, j'espère, une 3e qui permettent au bâtiment d'être totalement assuré. Quand on parle des entreprises de construction, des artisans, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des catégories de professionnels qui viennent moins facilement vers nous. Nous avons rédigé de guides de pose, c'est notre partenaire Cratère qui l'a fait, mais on sait pertinemment que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont passer le temps de se former en lisant des guides de pose. Donc, nous avons conçu de modules de formation pour les entreprises avec des partenaires que je vais citer tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui a ses limites, mais qui est quand même intéressant. Et donc, on va essayer de le développer davantage parce que c'est vraiment très important. Si aujourd'hui, les entreprises qui utilisent les matériaux terre crue ne savent pas bien les utiliser, il y a un risque que le bâtiment souffre de pathologies à l'avenir. Je ne parle pas de pathologies très sérieuses, je ne parle pas d'effondrement ou d'écroulement, mais de fissuration, par exemple. Et c'est quelque chose qui pourrait donner une mauvaise image de la filière dans son ensemble. Donc, la question de la formation, elle est vraiment importante. Et en plus, je l'ai déjà dit, ces matériaux ont vraiment un potentiel pour attirer vers le BTP et pour donner des perspectives intéressantes de travail à des personnes en recherche d'emploi. Nous avons obtenu avec nos partenaires un financement dans le cadre du PRIC, le plan régional d'investissement dans les compétences, pour développer des parcours de formation préqualifiants, donc pour des personnes plutôt très éloignées de l'emploi, et certifiants, qui visent donc des personnes en recherche d'emploi, mais aussi des personnes en reconversion professionnelle, qu'elles soient ou pas en recherche d'emploi, et aussi des jeunes en apprentissage. Et là, vous allez voir un peu les organismes avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. Il y en a peut-être certains que j'ai oubliés, mais nous travaillons beaucoup avec la Fédération Éco-Construire, avec l'ASTER, qui est l'Association nationale des professionnels de la terre crue, avec les BTP CFA d'Île-de-France, avec le campus des métiers des qualifications sur la transition écologique de la construction. Et en bas, vous avez les premiers financeurs de ces actions de formation, et j'espère que d'autres vont se joindre à nous, parce qu'encore une fois, je pense que l'enjeu est vraiment de taille. Et en plus, c'est à la fois nécessaire et en même temps une très belle opportunité pour donner des perspectives d'avenir aux jeunes et aux moins jeunes habitants de nos territoires.
Merci Sylvia. Je m'arrête Peut-être là. quelques éléments financiers, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Yann, parce que bon, on est quand même dans une économie de marché. Donc, vous avez dit que vos premiers clients, c'était Emmaüs Habitat. Bon, je suppose qu'il y a des collectivités de Seine-Saint-Denis qui ont aussi fait appel à vous ou des bailleurs sociaux. Euh, Comment est-ce que, à combien s'est montée la subvention de l'Europe au début, qui a dû être le coup de pouce décisif pour démarrer les investissements, Oui, hein? c'était plus qu'un coup de pouce. L'Europe nous a donné 4,9 millions Ah, d'accord, sur un oui, coût total du projet de 6,5 millions. d'accord, La région a apporté 200 000 euros supplémentaires. Le groupe Inly, enfin le bailleur social Inly nous a apporté aussi 200 000 euros supplémentaires. Et tout le reste, donc autour de 1,2 million, 1,3 million, a été apporté par les partenaires du projet en tant qu'autofinancement. d'accord. Donc effectivement, c'est plus qu'un coup de pouce et c'est sûr que c'est très important parce que si on n'avait pas eu ça, en fait, il faut savoir qu'on a lancé, on est en train de lancer une production avec un nombre de blocs produits annuellement estimé à 600 000. Notre modèle économique est bâti sur la production, entre autres, de 600 000 blocs de terre comprimée par an. C'est quand même assez ambitieux, en sachant que quand on a commencé le projet, il n'y avait juste pas de marché en Île-de-France. Aujourd'hui, il y a un peu plus de marché quand même, en partie grâce à nous et grâce à d'autres aussi, hein, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à la terre crue et qui s'impliquent pour faire avancer la filière. Mais en gros, si on n'avait pas eu cette aide très forte du public, donc notamment de l'Europe et de la région aussi, personne n'aurait pris le risque de faire un investissement dans un marché quasiment inexistant. Et donc, les perspectives pour cette année, elles sont correctes, mais pas excellentes, mais ça, on le savait, parce que vous savez que quand on commande un matériau, quand un architecte décide d'employer un matériau dans un bâtiment, le moment où l'entreprise va réellement venir acheter le matériau chez le fournisseur, c'est peut-être 18 mois après, 2 ans après. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'architectes et autres bureaux d'études, etc., qui ont commencé à prescrire les matériaux cyclothermes, mais ils ont commencé à le faire, on va dire, à l'été 2021, quand la fabrique était presque livrée. Donc c'est plutôt en 2023-2024 que nous allons avoir énormément de commandes et qui commencent déjà à tomber, effectivement. On savait que l'année 2022 allait être un peu plus tendue, mais voilà, la chance, c'est qu'au final, les commandes sur lesquelles qu'on espérait avoir, sans en être sûr, finalement, sont en train de tomber vraiment les unes après les autres. Donc ça, c'est rassurant. Et sur le nombre de personnes en emploi dans la structure? Alors, pour l'instant, il y a 5 salariés. Dont 2 personnes qui sont issues de l'insertion. Il n'y a pas eu, en fait, il y a eu un contrat avec Pôle emploi et c'est une association locale qui accompagne des personnes en insertion qui nous a aidés à effectuer les recrutements. Mais aujourd'hui, ces personnes sont en CDI. On a prévu d'augmenter le nombre de personnel jusqu'à, je pense, 12 personnes environ dans un rythme de croisière. Si après, ça marche tellement bien qu'on peut passer à faire les D8 ou les 3-8, le nombre de salariés pourra augmenter jusqu'à 20 personnes. Mais après, ce sont surtout le nombre d'emplois induits dans le BTP qui va être important. D'accord. Est-ce que dans les participants, il y a des questions, des éclaircissements, des compléments que vous voudriez voir apportés par… oui, je vois que Francis et puis Jean-Louis. Donc Francis, vas-y, prends la parole. Bonjour Sylvia, bon, ravi de se revoir depuis le temps qu'on ne s'est pas croisés. J'avais 2 questions concernant d'un côté la reproductivité de ce qui est fait à Sevran. Est-ce qu'en Île-de-France, on a déjà une visibilité? Parce que des gisements de terre, il y en a à profusion. Et puis un autre aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est la substitution de ce qui est fait avec la terre par rapport à ce qui est fait par rapport à l'extraction du gypse. Et donc, tu as évoqué plaque tout à l'heure. Donc, il est évident qu'on est quand même
passablement intéressé par le fait plutôt de créer des panneaux à partir de l'économie circulaire plutôt que d'aller exploser des collines pour essayer d'aller exploiter au maximum les ressources naturelles. Donc ça c'est plutôt un commentaire, mais… Ça marche. Sur la première question, donc, je voulais vous signaler que sur notre site internet, qui est voilà, cycloterre.eu, il y a un onglet documentation dans lequel il y a pas mal de documents. Et entre autres choses, il y a un petit document qui s'appelle, comment s'appelle? Ben, c'est pas ça, qui s'appelle, pardon, guide à la duplication de cycloterre. Voilà, réplication du démonstrateur cycloterre, point clé et boîte à outils. Donc, vous pourrez regarder ce document. On a essayé, comme on était très largement financé par le public, on a souhaité rendre disponible la connaissance produite dans le cadre du projet le plus largement possible pour que d'autres collectivités, mais aussi des acteurs économiques, puissent s'en emparer et développer des projets similaires. Le but étant effectivement, dans l'idéal, qu'il y ait plein de sites de production d'une taille à peu près comparable à celle de Cycloterre, qui sont disséminés un peu partout sur le territoire, ce qui permet de rester dans une échelle, dans une boucle courte, dans un circuit court et dans une création de valeur qui est très locale. Pour le moment, nous avons eu effectivement des demandes d'accompagnement ou en tout cas d'échanges informels pour accompagner des projets à venir, mais pas tellement en Île-de-France pour le moment. C'est plutôt sur d'autres métropoles, je crois Toulouse de mémoire, Lyon et d'autres sites. Et pour l'instant, pas encore en Île-de-France. Je pense qu'ici, tout le monde est un peu en train d'observer ce que va devenir Cycloterre, comment va se passer la première année, la deuxième année. Ce qui est un peu dommage pour moi, c'est que mon sentiment, c'est que nous, on va avoir probablement une année 1, donc cette année, l'année 2022, où ça va être un peu plus tendu. L'année 2, probablement beaucoup plus confortable, voire très réussie. Et puis très vite, ça va devenir compliqué de faire face au nombre de commandes. En tout cas, si j'en crois le nombre d'architectes qui viennent voir la fabrique et qui répondent à des concours en mettant les matériaux, on imagine que ça va vraiment exploser à partir de 2024. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait des sites sur la métropole, sur la région, qui fabriquent les matériaux au moins en 2024, parce que je pense qu'il y aura du travail pour tout le monde. Mais voilà, comme les projets mettent un peu de temps à sortir de terre, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et sur la question des panneaux… Pardon. Oui, j'avais fait un article sur Cycloterre il y a 1 ou 2 ans dans le journal Liaison de FNE, et j'avais vu qu'il y avait un projet d'écoquartier sur Ivry qui était assez conséquent, et il était vachement intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est toujours en cours. Toujours d'actualité. Ouais. C'est Quartus qui est promoteur. Ils ont pris du retard à cause de questions foncières, mais je pense que toutes ces questions sont désormais réglées. Je crois que, de ce que j'en sais, le projet suit son cours. Et donc, effectivement, c'est un projet très intéressant. Et il y en a d'autres aussi. Alors, celui-là, à ma connaissance, c'est le seul projet qui a un peu posé la question de la terre crue au centre du principe d'aménagement. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres projets qui sont plutôt des projets de bâtiments, donc non pas des projets d'aménagement de quartier, mais plutôt des bâtiments isolés, ou en tout cas des bâtiments démonstrateurs. Mais il y en a quand même un nombre très important. OK, merci. La question des panneaux, effectivement, on partage et on voit qu'il y a un énorme intérêt de la part des constructeurs, des architectes, y compris des promoteurs. En fait, c'est un matériau qui a un très grand potentiel. Et donc, on est en ce moment en train de chercher d'autres financements et nous avons réalisé des fiches déclaratives environnementales et sanitaires pour pouvoir prouver, du point de vue de l'analyse de cycle de vie, l'intérêt de ce matériau. On va en faire de la pub. Merci. Jean-Louis, vous avez demandé la parole. Jean-Louis, allez-y. Je trouve le projet extrêmement séduisant. Je souhaiterais avoir une précision sur la source d'énergie que vous utilisez, notamment pour le séchage. Alors c'est de l'électricité. Donc, non, plusieurs choses d'abord. Il y a deux étapes de séchage. Il y a le séchage des terres, de la matière première. Il y a le séchage des matériaux finis. Pour le séchage des terres, en début de projet, nous nous sommes posé la question, nous avons comparé 2 hypothèses.
un séchage artificiel, donc avec utilisation d'énergie, et un séchage naturel, donc sans énergie. Et nous avons opté pour la deuxième option. Donc, le séchage se fait naturellement, tout simplement en étalant la terre au sol et avec juste de la main-d'œuvre pour tourner la terre, de la main-d'œuvre et une machine, hein, pour tourner, alors je ne sais pas avec quelle fréquence, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, la terre pour qu'elle sèche plus vite. Donc là, il y a très très peu d'énergie qui est utilisée. Ça a été un choix qui n'est pas neutre parce que c'est vrai qu'on ne consomme pas d'énergie. En revanche, on consomme un peu plus de foncier. Parce que le fait de devoir étaler la terre sur une surface assez grande pour qu'elle sèche naturellement dans un délai pas déraisonnable, ça nous oblige à louer un site bâti avec une toiture à minima, d'une surface assez importante, et voilà, pour faire sécher les terres pendant plusieurs mois. En tout cas, aujourd'hui, le choix qui a été fait est d'avoir un séchage naturel. Peut-être que dans un autre projet, on s'est posé la question, éventuellement envisager un séchage artificiel, mais en utilisant l'énergie fatale d'installations voisines. Mais donc, ça ne peut avoir lieu que dans l'étude d'un projet de territoire, on va dire d'écologie industrielle territoriale. Et le deuxième séchage est celui des matériaux finis. Et là, donc, les architectes de la fabrique ont conçu, et aussi Cratère Amaco qui ont conçu le process industriel, ils ont conçu un système qui permet d'utiliser la toiture transparente de la fabrique avec un sous-plafond noir pour créer de la chaleur, en fait, tout simplement, par irradiation solaire. Et ensuite, il y a juste un moteur qui aspire l'air chaud de ce plénum pour l'injecter dans le tunnel de séchage. Donc, la consommation d'énergie, je n'ai pas de données chiffrées à vous donner, mais elle est vraiment très faible. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que votre implantation à l'heure actuelle était très contrainte au niveau de l'espace. Est-ce que c'est reproductible facilement dans d'autres sites de la région parisienne, de façon également à éviter les transports depuis la source jusqu'à l'usine de transformation? Oui, c'est effectivement le but. L'un des intérêts d'avoir une petite parcelle, c'est qu'on peut plus facilement trouver des petites parcelles que des grandes parcelles. Donc, 2500 mètres carrés à région parisienne, ça se trouve. Et donc maintenant, l'activité la fabrique est en activité depuis le mois de novembre. Et nous avons un bâtiment administratif avec notamment Pôle emploi et des services sociaux qui sont vraiment quasi accolés à la limite séparative. Et jusqu'à présent, une fois que le chantier était terminé et que l'activité a commencé, ils ne se sont jamais plaints de nuisances. Donc, je pense qu'on a fait la preuve qu'on peut intégrer cette activité dans des sites assez contraints. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir en mettre plein, y compris en région urbaine. En revanche, la partie de séchage de la terre, donc si on répète le choix qui a été fait par Cycloterre d'avoir un séchage naturel, ça consomme de l'espace. Et en plus, c'est une activité qui est moins intense en main-d'œuvre aussi. C'est moins intéressant aussi pour une collectivité d'avoir tout simplement un site de séchage des terres. Donc, pour ça, peut-être qu'il faudra réfléchir à de la mutualisation ou à d'autres dispositifs pour éviter d'occuper des grandes surfaces pour le séchage de la terre. Merci Sylvia. Je vois que l'heure avance et donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Laetitia Wark qui va nous parler depuis le Val-de-Marne de la ressourcerie La Mine, et puis on se gardera peut-être un petit moment après pour que, à l'issue des 3 interventions de terrain, entre guillemets, Fradin, Delescovy et Wark, on puisse en tirer quelques éléments pour le pacte et pour FNE Île-de-France. Laetitia, c'est à vous. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Laetitia Wark, donc je suis bénévole à la ressourcerie La Mine. C'est une association qui s'est créée il y a 5 ans à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Donc, l'association a un double objet, contribuer au développement durable par le remploi de déchets et faciliter le retour à l'emploi de personnes qui en sont très éloignées. Donc, voilà.
Pour ce faire, donc, la mine héberge en son sein un chantier d'insertion. C'est une structure d'insertion par l'activité économique. Voilà. Donc, la mine, c'est un centre de récupération de déchets. En fait, ce sont les gens, les particuliers qui ont des choses qu'ils ne veulent plus utiliser, que ce soit des textiles, des livres, des meubles, enfin tout ce qu'on veut, quoi, tout ce que vous avez chez vous, vous n'en voulez plus, mais ils sont encore utilisables, ils ne sont pas en mauvais état ou ils sont un tout petit peu abîmés, on peut les réparer. Donc, ils nous les apportent bénévolement comme ça à la mine. Et nous, les gens qu'on a employés en insertion, qu'on emploie en insertion, eh bien, ils récupèrent ces déchets, ils les trient, ils les lavent, ils les réparent et ils les vendent. Voilà, on les revend en boutique pour un prix modique. Donc, la ressourcerie La Mine, c'est une deuxième chance pour les objets et puis c'est aussi une deuxième chance pour les personnes parce que les gens qu'on accueille et qui travaillent à la mine sont très loin du marché du travail. C'est des gens... c'est soit des gens qui sont au chômage depuis plus d'1 an, c'est des gens qui sont attributaires qui ont le RSA, des choses comme ça, les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté ou des travailleurs handicapés. Alors, sinon, donc, la mine, elle travaille donc essentiellement en local. Donc, on a 2 boutiques. On a une boutique d'origine qui est à Arcueil. On doit avoir 280 mètres carrés de boutique et 500 mètres carrés en tout. On a une boutique éphémère à Gentilly. Et on a aussi une petite boutique en ligne qu'on a eu via Label Emmaüs, qu'on a développée pendant la pandémie, parce qu'il fallait bien qu'on continue à s'occuper et à générer un petit peu de mouvement. Et voilà. Donc, quelques chiffres. Je vais vous donner des chiffres pour 2021. Donc, en 2021, on a collecté 148 tonnes. C'est pour la plupart, 60%, ce sont des apports volontaires des gens qui viennent nous les apporter. Et le reste, ce sont des collectes qu'on fait en camion ou en vélo cargo. On a accueilli des personnes en insertion, on en a accueilli 48. Ça fait un équivalent temps plein de 14 personnes, parce qu'en fait, ils ne font pas que travailler, ils travaillent 26 heures par semaine à la mine et les 9 heures restantes, ils cherchent du travail, ils font des formations, voilà, ce genre de choses. On a 11 permanents, 2 services civiques qui ont travaillé pendant 2 fois 9 mois avec nous et on a 91 bénévoles, dont une vingtaine qui est vraiment très, très impliquée. Et c'est très important pour nous parce qu'en fait, c'est quand même un projet très local, très ancré dans la ville. Et les bénévoles, ce sont des gens qui viennent d'autour, qui viennent de Gentilly, qui viennent de Cachan et d'Arcueil pour la plupart, et qui ont à cœur de faire vivre cette structure. Alors, dans notre boutique, on a un chiffre d'affaires en 2021 de 202 KE, dont plus 5 KE en ligne avec Label Emmaüs, donc ça c'est vraiment tout petit. Et on a fait aussi 107 événements. Alors, parce que la mine, c'est pas qu'un chantier d'insertion, c'est aussi un tiers-lieu, c'est un lieu de rencontre. Vous pouvez venir à la mine pour acheter des choses, faire des achats solidaires, hein. Mais vous pouvez aussi venir prendre un café, manger une crêpe, écouter un concert, danser, participer à des ateliers. Voilà, on fait plein de choses. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de partage, quoi. Oui, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la mine? On a des objectifs pour 2022, oui. Nos objectifs, c'est essayer d'augmenter un petit peu, de se développer sur le niveau économie circulaire, parce qu'on voudrait augmenter le taux de réutilisation, de refabrication, on voudrait faire un petit peu d'upcycling. Pour l'instant, on fait vraiment du tri, on nettoie et on répare un petit peu, mais pas, voilà, on ne fait pas d'upcycling. Et puis, on voudrait aussi développer l'offre zéro déchet au niveau du café associatif et de l'offre de restauration. Parce que pour l'instant, on n'a qu'une crêperie le midi et il y a plein de demandes pour pouvoir manger à d'autres moments dans la journée, quoi. Et puis, la dernière chose qu'on veut faire en 2022, un truc important qu'on veut faire en 2022, c'est développer des open badges. Alors, les open badges, c'est des certificats numériques. Et en fait, le public
qu'on accueille, surtout les gens qui travaillent en insertion, ils ont très peu de diplômes. Et ça permet de valoriser les compétences qu'ils ont acquises dans la CI. Et là, pour l'instant, donc on va se focaliser sur trois types de compétences qui sont facilement transférables. C'est des trucs tout simples, c'est l'accueil du public, le respect des consignes et la gestion de son poste de travail. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième chose qu'on veut faire en 2022. Je peux répondre à vos questions si vous voulez. Super, c'est très clair et très polyvalent. Alors, effectivement, ce que vous appelez avec un mot anglais que je n'ai pas bien compris, parce que moi j'ai fait allemand. Le taux de réutilisation, ça s'appelle comment Oh, je ne sais même pas. Le taux de... Oui, vous avez utilisé un mot que je... L'upcycling. L'upcycling, c'est prendre n'importe quoi. Par exemple, il y a une entreprise dans laquelle j'ai travaillé un tout petit peu. Elle prenait des bâches publicitaires, des bâches que vous voyez sur les murs de Paris, et plutôt que ça finisse à la benne, elle les transformait en petits sacs, en petits objets, etc. Voilà, ça s'appelle de l'upcycling. Up, c'est pour dire que on fait à partir de quelque chose d'encore plus beau, quoi. C'est un peu snob de dire upcycling, mais... D'accord, bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je ne vais pas mourir idiote. D'accord. Bon, est-ce que quelqu'un a une question sur ce type? Je suppose qu'il y a d'autres types d'initiatives qui existent dans les autres départements, au moins de la Petite Couronne, mais pas que. Je ne sais pas si en Seine-et-Marne ou ailleurs, je ne sais pas si Jeanne est encore avec nous, mais il doit y avoir dans les villes d'Île-de-France ce genre d'initiative. Il y en a plein. Il y a plein de ressourceries partout. Oui. Voilà, il y en a partout. Mais par rapport à la remarque qui était faite tout à l'heure par Yann sur le fait que, je ne sais plus si c'était, oui, c'était Yann, par rapport au fait que l'économie, la vraie, entre guillemets, économie, elle utilise maintenant cette sensibilité du public à la réutilisation, mais à des fins qui ne sont pas du tout des fins d'insertion. Hein. Donc, est-ce que vous arrivez à bien illustrer votre spécificité, à faire comprendre au grand public la valeur ajoutée de ce que vous proposez? Oui, disons que c'est vrai qu'en boutique, on est souvent obligé de rappeler que aux gens qui ne viennent pas que pour faire une bonne affaire. Hein. Ils viennent pour soutenir un projet social et solidaire. Ils viennent pour aider des gens à retrouver un emploi, à retrouver une place dans la société. Et puis aussi le côté environnement, c'est-à-dire on fait moins de déchets, on n'achète pas de façon compulsive, on essaye d'acheter des choses qui sont là, donc plutôt les acheter elles qu'en racheter d'autres. Voilà. Oui, on a un petit peu une mission, on essaie d'apprendre les gens, de les former un peu à venir à l'écologie. Yann et Francis veulent poser des questions. Yann, vas-y. Oui, juste, j'ai mis le lien sur le REFER, qui est le réseau des ressourceries d'Île-de-France. Donc, le lien, alors il y en a qui ne sont pas adhérentes, mais la plupart sont adhérents ou adhérentes, et qui est la structure qui travaille sur le développement des ressourceries. Je ne sais pas s'il y a des liens avec, mais n'hésitez pas au niveau de FNE des uns et des autres à travailler avec La mine est adhérente du REFER. Ouais, voilà, oui, j'imagine. Il se passe aussi un certain nombre de structures. Et juste pour l'anecdote, si on peut dire, ou même la bonne information, Martin Bobel, qui est l'ancien responsable, un des anciens animateurs responsables du REFER, est aujourd'hui au CESE national, qui représente le mouvement associatif. Et donc, on a un super relais au niveau national et un spécialiste de tout ce qui est ce sujet-là au CESE, donc au Conseil économique et social et environnemental national. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire principalement. Et en tout cas, bravo pour ce que fait la mine. Et avant Cycloterre, c'est super. Francis, à toi. Oui, Laetitia, juste une question concernant la situation des boutiques telles que vous les avez mises en place. Est-ce qu'elles sont plutôt en centre-ville? Bon, on a aujourd'hui sur Romainville un projet à proximité d'une usine de tri des déchets ménagers et de
et de centralisation des déchets ménagers, mais c'est avec une espèce, enfin, ce qu'on appelle un écopole d'économie circulaire, mais c'est quelque chose qui est un petit peu en dehors de la ville. Je pense que c'est préférable d'avoir quelque chose qui soit près des habitants plutôt que d'avoir encore à prendre sa bagnole, d'aller faire 15 km. Donc, comment ça se passe à Arcueil? Non, on est en centre-ville, que ce soit à Gentilly ou à Arcueil, on est en centre-ville. Et puis, c'est vrai qu'on est vraiment pour développer des déplacements à vélo, à pied, etc. On est pour la ville du quart d'heure. Et donc, on essaye de s'inscrire là-dedans. Voilà. D'accord, merci. Juste, Francis, sur ce sujet-là, en fait, c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, et je suis d'accord, il faut mettre les boutiques en centre-ville principalement. Alors, avec un bémol pour l'Île-de-France, par exemple, là où il y a des zones commerciales excentrées, c'est aussi bien d'y aller parce que les gens y viennent. Oui, là, exact. Emmaüs, on vient d'ouvrir une super boutique, le Relais à Maurepas, au plein centre dans les Yvelines, en plein centre de la zone commerciale, y compris avec des projets d'extension d'un lieu d'autres types de boutiques solidaires, puisqu'on a le triple d'espace, la structure a le triple d'espace encore disponible. Donc, par contre, la question, elle est qu'il faut à peu près au minimum la moitié d'espace pour le tri et le recyclage, pour une ressourcerie. Et si on est dans une recyclerie, c'est-à-dire on prend du mobilier et tout, là, on atteint des très grandes nécessités d'espace, du mobilier, des vélos, des machines à laver ou autres. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'à Emmaüs, on a très souvent, c'est un équilibre, c'est un double site. Un site un peu excentré où il peut y avoir un espace de vente excentré, mais où surtout il y a tout ce qui est tri, collecte, réparation, un peu usine, entre guillemets, quelque part. Et puis, de l'autre côté, des boutiques de centre-ville qui peuvent à la fois collecter et évidemment vendre. Et donc, c'est cet équilibre entre les deux qui est vraiment, qui peut être assez intéressant d'équilibrer, puisque évidemment, le foncier est moins cher, le déplacement est plus facile pour du gros mobilier. On a par exemple un bel exemple avec Emmaüs Les Ulysses, où ils ont une boutique dans le quartier d'habitat social en plein centre-ville. Et puis de l'autre côté, à Saint-Jean-de-Bourgard, donc une petite commune à l'extérieur, une ancienne ferme, un superbe corps de ferme, où là, il y a tout ce qui est vente de mobilier, vente de grosses machines, etc. Donc on est dans un double et en même temps un lieu agréable de balade. Donc on y va le dimanche, se balader dans le coin, dans la forêt, dans les champs. Et au passage, on regarde si on ne trouve pas son meuble qu'on cherche. Ok, entendu. Merci Yann. Bon, Francis, puisque tu avais la parole, garde-la. Et je ne sais pas si Margot peut nous mettre ton merveilleux PowerPoint en… Non, mais je vais faire, on s'est entraîné tout à l'heure. Normalement, je devrais pouvoir y arriver. Je devrais pouvoir le faire, oui. Elle sait que moi, je ne suis pas très douée. Donc, si elle t'a donné les consignes, ça te permet de nous faire ton bref historique. Oh, avec photo, on a… Ah bah ouais, quand même. Bon, ça, bon, j'ai voulu me montrer un petit, bon, quelque part, c'est pas faire de la pub pour la Seine-Saint-Denis, mais bon, la Seine-Saint-Denis, c'est aussi un peu ça, à la fois du grand collectif et puis des espaces verts, mais c'est pas que ça, parce qu'on a aussi ça. Bon, ça, c'est l'usine de traitement, enfin l'usine de centralisation des déchets dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est à Romainville. Bon, une usine qui a un lourd historique, mais on va en parler 2 minutes. Ouais. Mais par contre, bon, pour revenir sur ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, on peut dire quand même que l'histoire du territoire a toujours été marquée par un impact de production, de stockage ou de traitement des déchets. Bon, ça, c'est une usine qui était installée sur Romainville pour traiter les déchets de la région parisienne dès 1905, et c'est une usine qui était censée, c'était un peu les prémices de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on broyait les ordures ménagères, ceux qui ne pouvaient pas être utilisés, on les incinérait, et ceux qui pouvaient être utilisés étaient utilisés sous forme, enfin ce qu'on appelait la gadoue, et qui ont en particulier été utilisés sur les murs à pêche à Montreuil, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui de pollution aux métaux lourds qui étaient issus de tous ces déchets. Mais il n'y a pas que ça. Et je voudrais revenir un peu là-dessus sur cet exemple du parc Georges Valbon en Seine-Saint-Denis, qui est un exemple qu'on ne pourrait plus reproduire aujourd'hui. Le parc Georges Valbon a été construit aux alentours des années 70-80
à partir des déblais issus du trou des Halles et des fondations de la Défense. Et aujourd'hui, ça a donné un parc de plus de 400 hectares qualifié de Natura 2000. Évidemment, à cette époque-là, on avait mobilisé tout ce qu'on voit ici sur la photo, qui était de magnifiques terres agricoles qui pourraient être comparées à ceux qu'on a aujourd'hui sur le triangle de Gonesse. Donc, c'était... on peut faire le parallèle avec Cycleterre, c'est-à-dire que là, on avait utilisé de manière... À l'époque, c'était de manière intelligente les déblais. Et aujourd'hui, personne ne rechigne à aller se balader sur le parc Georges Valmont. Et au contraire, c'est un des poumons verts de l'Île-de-France que tout le monde apprécie. Pour faire ce parc, on a quand même utilisé 15 millions de mètres cubes de déblais, comparé aux 25 millions du Grand Paris. On voit quand même quel volume qui a été traité et recyclé. Bon, c'est quelques images pour montrer ce qui se passait à ce moment-là et ce qui en est arrivé aujourd'hui. Bon, par contre, pour revenir à des contraintes plus quotidiennes, je voudrais juste revenir sur l'analyse de ce qui est contenu aujourd'hui dans les poubelles, étant donné que les déchets, c'est aujourd'hui le quotidien de nous tous sur la planète, et c'est surtout lié à une société de consommation qui a été plutôt initiée par les grands pays industrialisés et qui se sont amplifiés aussi bien par un gaspillage qui est, bon, on connaît le gaspillage alimentaire, mais qui ne sont pas que pour du gaspillage alimentaire, on gaspille aussi largement de ressources et aujourd'hui on va peut-être se limiter à nos poubelles et je voudrais faire un petit commentaire sur le contenu de nos poubelles et sur la manière dont on doit pouvoir un peu mieux d'un côté en mettre un peu moins dans nos poubelles et de l'autre côté dans ce qu'on met dans nos poubelles et essayer de voir comment on peut le traiter autrement. Donc juste un petit détail là-dessus. Dans les 254 kilos qu'on peut mesurer, bon ça c'est une statistique qui a été faite par l'ADEME pour caractériser ce qu'en moyenne on met dans nos poubelles et on se rend compte qu'aujourd'hui on a quasiment 96 kilos par habitant qui peut être valorisé de manière organique et 88 kilos qui peut être valorisé parce qu'on les a pas mis dans nos collectes sélectives qu'on met aujourd'hui dans ce qu'on appelle la poubelle jaune et dans lesquelles on met nos emballages et nos papiers. Donc, quelque part, il y a un effet sur la prévention qui fait qu'on peut faire autrement et un effet sur le fait que l'économie circulaire, on la voit là de manière tout à fait directe. Alors, par rapport à ça, il y a quand même certains industriels qui ont dit, écoutez, moi, l'économie circulaire, j'en fais tous les jours et je vais vous sortir une épine du pied. Vous ne triez plus, vous mettez tout dans vos poubelles et moi, je me charge derrière de tout valoriser. Je trie les biodéchets à part, je trie les emballages métalliques à part, je trie les papiers et les cartons à part et tout ça, je vais le valoriser. Et puis, bon, il restera peut-être quelques kilos qu'on ira incinérer. Et ceux qui nous proposaient ça, c'était les grands industriels comme Suez, Veolia, Urbaser. Et sur Romainville, on a eu en particulier un projet. Alors, les usines qu'on nous proposait, c'est ce qu'on appelait des TMB, donc tri mécanobiologique. Donc, on fait tourner tout ça dans des espèces de rotors, de machins, de trucs. On fait voltiger ce qui est léger. On fait tomber dans des trémies ce qui est un peu plus lourd. Et puis, on nous dit, une fois qu'on a trié tout ça, les déchets organiques, les déchets putrescibles, on va les méthaniser dans une usine et pour aller jusqu'au bout de la concrétisation de l'économie circulaire, on fera du méthane, on fera du gaz qui pourra être injecté dans nos réseaux de chauffage. Manque de bol, ce genre de truc était assez catastrophique puisque une usine sur deux a cramé et quand elle cramait pas, elle provoquait des nuisances qui amenaient des nuages de mouches sur tout l'environnement. Et on peut faire, je ferai un retour après sur le compost ou le digesta qui était
qui étaient produits par ces usines. Mais bon, trois exemples, grosso modo, de ce qui a été fait et qui ne marche pas. L'usine de Montpellier, usine améthyste, qui a subi un incendie, dont le procédé est reconnu particulièrement comme inefficace et plutôt un gouffre financier par la Cour des comptes. L'usine de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui s'appelait Biopol, donc avec un espèce de label très vertueux. Elle a été fermée en 2015 parce qu'elle était inefficace et parce que on n'arrivait pas à se débarrasser du match de mouches qui envahissait tous les alentours. Et puis Varennes-Jersey, donc ça c'est en Île-de-France, c'est en Essonne, usine qui a connu un incendie en 2013 et pour lesquels les digesteurs, alors ce qu'on appelle les digesteurs, ce sont tous les systèmes qui permettent de transformer la matière organique en méthane. Bon, et comme les tri étaient mal faits, on retrouvait dans la matière organique tout un tas de résidus qui n'avaient rien à y faire. Et évidemment, les digesteurs n'aimaient pas ça. Et sur Varennes-Jersey, les digesteurs ont été arrêtés pendant 2 ans. Heureusement, on a eu le Grenelle de l'environnement. Bon, on va dire heureusement parce que c'est quand même à cette époque-là qu'un certain nombre de lois et de prescriptions ont été édictées et qui ont permis de faire avancer tous ces systèmes qui étaient des systèmes qui ne prévoyaient pas le tri à la source. Et le Grenelle, en particulier, a commencé à édicter des lois qui disent, bon, maintenant, par exemple, le TMB n'était plus dans les lois du Grenelle, le TMB n'était plus un système qui était toléré. D'ailleurs, bon, un certain nombre de dépôts de permis de TMB ont été refusés. Et donc, on a permis, dans ces circonstances-là, d'avoir une autre perception du traitement de nos déchets qu'on commence à voir un petit peu quand même mise en œuvre aujourd'hui. Sur Reste Ensemble, évidemment qu'on y a travaillé en priorité parce qu'on avait réussi à faire capoter le projet de TMB et on l'avait fait capoter simplement par un recours auprès du tribunal administratif. Mais dans la mesure où on a vu cet exemple sous les yeux, les associations et Environnement 93 en Seine-Saint-Denis a décidé de travailler de manière plus précise sur toutes les lois qui étaient en gestation et sur lesquelles on pouvait avoir un impact. Et on a commencé à bosser en particulier avec 3 communes, sur Pantin, Romainville et Noisy-le-Sec, et surtout sur ce qu'on appelle les gros producteurs, c'est-à-dire toutes les activités économiques qui produisent beaucoup de déchets et qui aujourd'hui envoyaient ça en incinérateur plutôt que d'essayer de les valoriser. Il y avait donc en particulier cette loi qui est issue de la loi de transition énergétique qui proposait aux gros producteurs, qui demandait aux gros producteurs de trier à part leurs biodéchets avec donc un échéancier qui permettait à chacun de se mettre en conformité avec la loi depuis 2012 jusqu'à 2016. Donc en 2012, un gros producteur était considéré de produire 120 tonnes de biodéchets par an. En 2016, on était plus qu'à 10 tonnes. Donc on avait le temps de s'y adapter, mais on s'est rendu compte que c'était loin d'être le cas. Et nous, en tant qu'association, on a essayé de démontrer que c'était réalisable, mais qu'il fallait se donner les moyens de le faire. Moyens politiques et puis moyens organisationnels. Alors, on a fait une première expérience sur Pantin. C'est un marché qui n'était pas très important. Il y avait, pour les bails, on avait une quinzaine de commerçants. Donc, mais à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, on s'est mobilisé sur ce marché. Et on a collecté 222 kilos du biodéchet à la fin du marché. Donc, tout ce que les commerçants n'avaient pas vendu ou qu'ils voulaient mettre à la poubelle. On a récupéré aussi 42 kilos de biodéchets. Alors, des biodéchets, c'était plutôt des légumes et des fruits. Et ce sont des biodéchets, ce qui devaient partir en incinération, qui ont été redistribués à ce qu'on appelle les glaneurs qui viennent toujours en fin de marché
et qui qui se satisfont de ces légumes ou de ces déchets qui sont considérés comme moches ou pas forcément très comestibles et qui en fait le sont en réalité. Et puis on avait également collecté 7 mètres cubes de carton dans la mesure où il faut aller plus loin que les biodéchets sur les marchés, il faut aussi s'occuper de sur un marché, on ne va pas parler de tri 5 flux, mais il faut à la fois trier les biodéchets, les cartons, les emballages, et tout ça peut être valorisé autrement que par les funestes incinérateurs. Donc sur Pantin, on avait, par rapport aux prévisions de l'ADEME, l'ADEME qui fait un certain nombre de statistiques par rapport à la typologie des marchés. Et donc sur Pantin, l'ADEME considérait qu'on pouvait récolter 32 tonnes par an. En fait, par rapport à ce que nous on avait fait, on estimait qu'on pouvait réellement en collecter 34 tonnes, donc ce qui était relativement conforme à ce qu'avait prévu l'ADEME. Et quand on regarde la performance de ce qui se passe aujourd'hui sur ce marché, on est à la moitié. Donc ça montre bien, d'un côté, la collectivité ne s'est pas donné les moyens de faire correctement le boulot, et d'autre côté, on voit quelle est la perte qui part aujourd'hui toujours dans des systèmes d'incinération qui ne sont pas réellement faits pour brûler des déchets plutôt humides. Donc là, gros boulot encore à faire sur Pantin, mais on y reviendra après, puisque les expérimentations sur Reste Ensemble et sur la Seine-Saint-Denis démontrent tout à fait que les collectivités ne sont pas à la hauteur. On a fait ensuite une deuxième expérience, toujours un an plus tard à Romainville. Là, on était un peu mieux organisé. On avait travaillé avec la ville de Romainville, le Citom 93 en Seine-Saint-Denis et Moulineau qui commençait à ce moment-là à s'occuper de la collecte du biodéchet, aussi bien en collectivité que chez les particuliers. Et donc à Romainville, voilà ce qu'on avait avant qu'on arrive, dans un marché traditionnel à Romainville, c'est ça. Le jour où on a travaillé sur le marché, voilà ce que ça donnait. Mais ça donne ça d'un côté parce qu'on s'en occupait, mais il faut pas on n'est pas obligé d'avoir 40 000 employés municipaux pour faire ça. Un seul suffit. On met les cagettes d'un côté, on met les emballages carton de l'autre, on met les biodéchets au fond, et ensuite le collecteur n'a plus qu'à venir et faire son propre marché. Donc sur Romainville, les tonnages qu'on a récoltés à l'occasion de cette expérimentation, c'était 509 kilos, ce qui donne en estimation annuelle à peu près 79 tonnes. L'ADEME prévoit que 36 tonnes. Donc on se rend compte qu'on peut beaucoup mieux faire en étant très bien organisé. Et la performance 2009 sur ce marché se limite à 21 tonnes. Donc là aussi, on se rend compte que quand on ne met pas les moyens, on n'arrive pas à la hauteur des objectifs. J'en viens à... Alors, ce n'est plus une expérimentation, mais à partir de 2019, on a commencé à travailler sur le marché de Noisy-le Sec, parce que le marché de Noisy-le Sec était concerné par les... oui, j'ai oublié de vous dire que sur Romainville, ce qu'on a récolté, on l'a bien envoyé en méthanisation. Et les cartons, on les a également valorisés parce qu'on était réellement, on travaillait avec Moulineau et puis on avait pu à ce moment-là sauvegarder réellement le travail qu'on avait fourni. Sur Noisy-le-Sec, tu nous dis pour ceux qui ne savent pas qui est Moulineau. Moulineau, aujourd'hui, Moulineau, c'est une entreprise qui a été créée par Stéphane Martinez, qui a commencé à bosser avec les restaurants de Paris et qui petit à petit s'est intéressé au compostage des biodéchets et puis un peu plus tard à la méthanisation. Et Moulineau a monté une boîte qui aujourd'hui fait la collecte des biodéchets Moulineau a été choisi par le Citom le Citom qui est le plus gros syndicat de collecte de traitement des ordures ménagères sur la métropole du Grand Paris. Et donc Moulineau a été sélectionné pour collecter des biodéchets sur tout le
toute l'expérimentation. Et aujourd'hui, Moulineau a installé un centre de collecte à Stains. Bon, mais on y reviendra tout à l'heure parce que ça. Il te reste très peu de minutes, hein, si on veut respecter. Peu, ça veut dire parce quoi? que j'ai été sévère avec Fradin, donc je suis sévère avec Redon. Hein. Bon. Mais disons, c'est bien la peine que je sois FN, tiens. Alors, à Noisy-le-Sec, donc on travaille sur un marché, mais c'est un marché sur lequel on doit réellement collecter les biodéchets. Donc, vous voyez quel est le contenu des poubelles à l'issue d'un marché, c'est quand même assez catastrophique. Mais bon, le marché de Noisy-le-Sec est peut-être aussi un peu spécifique par rapport à d'autres marchés comme celui de Romainville. Romainville, c'est un marché couvert. Noisy-le-Sec, c'est un marché sur l'espace public et à ciel ouvert. Et la qualité des produits à Noisy-le-Sec n'est pas à comparer à ceux qui à Romainville. C'est-à-dire qu'à Noisy-le-Sec, les commerçants peuvent arriver le matin de Rungis en jetant quasiment la moitié de leur marchandise parce qu'ils ont acheté ça à très bas prix et la moitié n'est pas forcément comestible. Mais en fonction des expérimentations, donc Noisy-le-Sec, on collecte correctement les biodéchets. Là, vous voyez ici les bacs et Moulineau, donc les embarque vers 14 heures. Mais ce que je veux, là où je veux insister sur Noisy-le-Sec, c'est que toujours en comparatif par rapport aux estimations de l'ADEME, là où l'ADEME considérait qu'on devait récolter 111 000 tonnes, nous on en collecté 213 000. 111 tonnes, on en collectait 213, en ayant mis à disposition du marché une bénévole qui s'occupait toute la journée de faire la bonne collecte. Un seul marché est aussi, par rapport à ça, dans les clous, c'est celui de Magenta-Pantin. Tous les autres, où personne n'est sur le marché, on se rend compte qu'on est largement en dessous de la performance. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut de l'organisation, c'est clair, il faut se donner quelques moyens et il faut qu'il y ait sur place quelqu'un qui, bon, on voit souvent sur les marchés un placier, des gens qui essayent de faire correctement le boulot pour contrôler ce que font les commerçants, mais il faut aussi quelqu'un qui s'occupe réellement de la manière dont sont triés et collectés les biodéchets, et c'est ce que nous, on a démontré sur Noisy-le-Sec en doublant les estimations de l'ADEME. Si on compare maintenant ce qui... Tu termines, Alors, je termine tout de suite. On n'a pas travaillé en 2021-2022 en fonction des affres du Covid, et on se rend compte qu'à Noisy-le-Sec, donc, quand on n'a pas bossé, on est redescendu à 23 tonnes, là auparavant on était à 111 tonnes. Donc, c'est là où on veut démontrer que l'impact des collectivités est nécessaire pour atteindre les bons objectifs. Juste un dernier point, je voudrais revenir là-dessus parce que on revient aussi aux emballages et au plastique à usage unique. On ne doit plus avoir sur les marchés de fruits ou de légumes emballés dans on voit souvent des concombres, tout un tas de légumes emballés dans des plastiques dont on ne sait plus quoi faire. Les lois vont aussi obliger elles obligent déjà de ne plus emballer ces légumes de cette manière-là, ce qui va également améliorer le tri et la qualité du compost qu'on pourra faire derrière. Ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah, c'était bien. Alors, c'est trop mignon là. Hein, bon. Et alors, le lien avec l'emploi là, parce que le lien avec l'emploi, si tu veux, c'est le fait que d'un côté, Moulineau, dans son entreprise à Stains, ils sont aujourd'hui 95, là où avant il y avait 0. Aujourd'hui, quand tu envoies des trucs, tes déchets dans un incinérateur, tu crées quoi? Ce qui est à Noisy-le-Sec, un incinérateur, il ne va pas créer d'emplois. On crée quelques emplois dans le cadre des collectes sélectives, mais dans l'incinérateur, tu ne crées rien. Dans l'enfouissement, tu ne crées rien. Moulineau, lui, crée 95 emplois et qui sont des emplois qui sont pérennes et d'ailleurs, il va multiplier sa capacité de traitement sur toute la France en créant 4 ou 5 autres centres de collecte, et il emploie des gens qu'il forme, qui sont non seulement en précarité mais qui sont aussi souvent en perte d'emploi et en perte de confiance. Donc c'est
tous azimuts, c'est aussi bien pour l'emploi que pour la réinsertion. C'est un… Enfin, ça, c'est Moulineau, hein. Bon, je suppose que Veolia ou Suez ne le feront pas, mais il faut aussi que des entreprises comme Moulineau se multiplient sur le territoire parce qu'on a, au bout du compte, on a la qualité, aussi bien dans le tri et dans le traitement de nos ordures ménagères que dans la requalification. Bon, et en Seine-Saint-Denis, le retour à l'emploi est quand même aussi problématique, comme on l'a vu tout à l'heure avec Sylvia. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Sinon, on passe tout de suite la parole à Luc pour qu'on puisse récupérer les questions après. Luc, qui est mon coprésident et qui est membre du Conseil économique, social et environnemental Île-de-France. Et Luc, est-ce que tu as quelque chose à projeter en fond d'écran ou est-ce que tu as tout dans la tête et malgré ton Covid, tu peux nous parler sans souci. Vas-y. Écoute, Muriel, j'ai pas de slide à présenter. Je voulais faire avec vous un point sur le groupe de travail qu'on a mis en place à FNE Île-de-France sur la révision du SDRIF. Le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, c'est un petit peu la pierre angulaire de l'aménagement du territoire. C'est lui qui commande à tous les autres plans que sont les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, mais aussi les PLU et aujourd'hui les PLU intercommunaux qui permettent justement d'organiser, de planifier l'aménagement du territoire. Donc, ce SDRIF qui rentre en révision, qui est rentré en révision en novembre dernier, la région s'est donné 3 axes de travail: le zéro artificialisation nette, le zéro émission nette et le zéro déchet. Donc, dans le cadre du groupe de travail sur le SDRIF, on a traité précédemment déjà du zéro artificialisation nette et du zéro émission nette. Et on avait décidé de consacrer la séance d'aujourd'hui au zéro déchet. Et je suis ravi pour ma part qu'on ait pu coupler ce travail de notre groupe avec le pacte du pouvoir de vivre, de façon à avoir, comme on l'a vu au cours de cet après-midi, des expériences tout à fait intéressantes sur en fait l'économie circulaire et le zéro déchet. Il faut bien voir que cette thématique est finalement beaucoup moins encadrée que les 2 autres. Le zéro artificialisation nette est encadré par la loi, ainsi que le zéro émission nette. On voit de quoi il est question, et vu que le zéro artificialisation nette traite du foncier, c'est une thématique qui est revenue très fortement dans l'actualité, avec beaucoup de craintes finalement des promoteurs, mais aussi des élus, quant à la faisabilité de cet objectif qui a été fixé à 2050, mais avec des échéances plus rapprochées, dont la première est à horizon 2030, l'idée étant qu'il fallait réduire de moitié l'utilisation du foncier à horizon 2030. Le zéro émission nette est lui aussi encadré avec la stratégie nationale bas carbone qui veut aller vers le zéro émission aussi à horizon 2050. En ce qui concerne l'économie circulaire, les choses sont beaucoup moins nettes et finalement, je crois qu'il y a eu beaucoup moins de réflexion et beaucoup moins d'avancées sur cette thématique qui
pourtant est une thématique essentielle. Et Francis l'a très bien dit, on assiste aujourd'hui à un gaspillage de ressources qui est phénoménal. Et il est évident qu'on ne peut pas aller vers des villes résilientes, vers une nouvelle société si on ne s'attaque pas frontalement à cette thématique-là. Et c'est une thématique qui a des incidences multiples. Et on voit à travers ce qui nous a été dit tout cet après-midi qu'il y a dans ce zéro déchet une promesse de création de nouveaux emplois. Ça a été dit par Yann, ça a été dit aussi par Sylvia. Il y a des nouveaux métiers qui sont en émergence et à travers cet objectif, on peut réellement aller vers une nouvelle organisation de la société. Et c'est ça qui est un des objets du pacte du pouvoir de vivre. Et c'est pour ça qu'on est là au cœur d'un sujet qui est tout à fait essentiel, à la fois environnemental, comment est-ce qu'on peut aller vers plus de sobriété et comment est-ce qu'on peut réduire le gaspillage qui caractérise nos sociétés, et à la fois comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux emplois et aller vers une société qui, grâce au circuit court, grâce à la localisation des emplois, peut permettre des transformations vraiment systémiques. Donc moi, je suis ravi qu'on ait eu ces expériences qui nous ont été rapportées cet après-midi parce que ça nous permet de donner du corps à cette réflexion sur le zéro déchet qui est une des clés de cette société future qu'on veut bâtir, qui sera à la fois plus écologique et plus juste dans la mesure où elle intégrera cette dimension de l'emploi et du retour à l'emploi pour des personnes qui aujourd'hui en sont très éloignées. Donc je crois qu'on est au début d'une réflexion, que cette réflexion va devoir se poursuivre et que à travers les démonstrateurs qui ont été présentés aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a réellement besoin de beaucoup de monde pour accompagner cette transition qui ne se fera pas toute seule et qui, pour l'instant, est quand même à l'impensé parce qu'on est dans une société de consommation qui fait l'impasse sur le réemploi, le recyclage, la réutilisation, toutes ces notions qui nous sont chères et qui sont aujourd'hui réellement à réfléchir pour aller de l'avant. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Alors, je vois qu'il y a Bernard et puis Yann qui ont demandé la parole. Bernard l'avait peut-être demandé tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on n'a pas fini le petit débat après Francis, qui était Moulineaux collecte, mais ensuite, qu'est-ce que ça produit? Comment on réinjecte dans le circuit? Peut-être que c'est ce dont tu voulais parler, Bernard. Vas-y. Oui, Muriel, tu as parfaitement deviné. On te connaît, Bernard, c'est pour ça. Je pense que le tri mécano-biologique, il y en a peut-être qui continuent à y penser, à défendre ce procédé, mais je pense que l'actualité, c'est la collecte séparative des biodéchets qui est très très mal partie. Francis l'a fait bien apparaître. Et je dirais plutôt le non-mélange. Il faut qu'on donne et que les syndicats intercommunaux qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets mettent en place les moyens pour que l'on
évite de mélanger les déchets et qu'on puisse collecter séparément la matière organique. Aujourd'hui, aussi bien l'État que le Conseil régional encouragent les agriculteurs à produire de la matière organique et on laisse complètement de côté toute la partie collecte séparative des biodéchets. Je ne citerai que l'exemple de la communauté d'agglomération de Cergy, qui vient il y a quelques mois de renégocier sa délégation de service public de collecte et de traitement des biodéchets, qui est passé de Veolia à Paprec, qui n'a rien prévu sur la collecte des biodéchets dans cette délégation de service public, et qui, pas plus tard que hier, j'ai appris qu'il y avait une douzaine de salariés, dont essentiellement les salariés protégés, les syndicalistes, qui n'étaient pas repris par Paprec. Et Paprec est bien connu par la Seine-Saint-Denis. Et pendant ce temps, les agriculteurs, eux, produisent de la matière organique. Ils prennent un peu à Moulineau, et je pense que c'est un peu l'épine du projet de Moulineau qui sert d'alibi à la profession agricole. Ils le prennent à dose homéopathique et à un prix. Je pense que là, on n'a pas non plus d'études économiques sur la collecte et le traitement des biodéchets. Donc, est-ce qu'on arrivera que cette collecte et ce traitement des biodéchets correctement, soit par compostage, soit par méthanisation, soit reste dans l'équilibre actuel que l'on a, l'équilibre économique qui existe dans le cadre de l'incinération, enfin de la collecte et du traitement tel qu'il est? Est-ce que ça coûtera plus cher ou est-ce que ça coûtera moins cher? Je rappelle que la collecte des emballages revient moins cher et le recyclage revient moins cher économiquement et plus intéressant que l'incinération. Pareil pour les déchets de jardin qui sont pour une bonne partie, mais pas la totalité, malheureusement encore, et plus facilement traités que les biodéchets de cuisine. Voilà, il y a tout un travail qui n'est pas fait. Aujourd'hui, les syndicats intercommunaux refusent, je pense qu'on peut dire que c'est un refus de traiter le sujet. Ils continuent de nous parler du compostage à domicile. Ça fait 10 ans qu'on nous en parle. Je pense que le compostage à domicile n'ira pas beaucoup plus loin et intéresse principalement les jardiniers qui continuent à faire le jardin. Mais il faut mettre en place une autre façon de traiter les biodéchets des villes. On en est très, 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 très loin. C'est ce que je voulais compléter à la belle présentation de Francis de tout à l'heure. Merci Bernard. Yann, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Oui, plusieurs compléments à toutes ces questions. Juste peut-être pour prendre sur la fin, sur l'intervention de Bernard. D'abord, je crois que FNE, vous le savez très bien, mais l'Île-de-France, on est quand même, je crois, la lanterne rouge du tri des déchets en France. Je veux dire, il n'y a qu'un rapport de l'ORDIF, je crois récemment, une note de l'ORDIF qui le mettait bien en valeur. Donc en clair, il y a tout à faire. Et pourquoi on est très mauvais? C'est pas tellement techniquement, on est assez bon techniquement, une grosse métropole, c'est qu'on supprime et on ne crée pas d'emplois. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ne crée pas d'emploi, qu'on n'a pas de personnes pour trier, pour informer, pour sensibiliser, du coup, c'est mal trié. Donc, et là-dessus, on a créé, il y a 20 ans, avec l'Institut des métiers et du développement urbain, les ambassadeurs du tri, l'IDEMU à l'époque, et donc qui sont répandus dans toute la France. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus en Île-de-France, des ambassadeurs du tri. À l'époque, il y en avait des dizaines, c'est l'époque emploi jeune, etc. Mais je veux dire, il y a besoin de recréer des ambassadeurs du tri qui vont dans les grands ensembles, dans les maisons, expliquer chaque fois qu'il y a un problème. Quand on remarque, les rippers, ils le voient bien, les poubelles qui sont mal remplies, mais derrière, il n'y a personne qui s'occupe de rien. Donc, du coup, ça peut continuer pendant des années. Donc, et sur le tri, et sur la question des biodéchets, ça va être la même chose. Il y a une structure, je ne sais pas si certains connaissent, qui s'appelle BioUlin Service dans les Yvelines, qui est une entreprise d'insertion de fabrication de compost à Bailly, juste derrière les jardins de Galie, et qui fait un super boulot et qui peut être visité autant qu'on veut et qui a créé aujourd'hui une dizaine d'emplois et donc qui est tout à fait sur le marché économique, sur les déchets verts. Pour le compostage, pour compléter et juste pas mettre un bémol, mais mettre un éclairage nouveau par rapport à ce que disait Bernard sur la question des biodéchets,
donc des biodéchets alimentaires, hein, des particuliers. Nous, on a inventé un système intermédiaire, donc il y a effectivement tout ce qui est compost, lombricomposteur. On l'a baptisé, nous, folie d'humus. Il y a également ce que fait, comme ils s'appellent, les alchimistes ou Upcycle sur du compostage accéléré. C'est quoi un des gros enjeux qu'on va avoir sur les biodéchets? C'est que d'un côté, bon, on a le micro-compostage, je dirais, effectivement, biodéchets composteurs. De l'autre côté, on va avoir des systèmes type moulineaux et qui sont indispensables parce que des grosses masses, on ne peut pas les traiter localement, tout ce qui sort d'une cantine scolaire, etc., etc. Mais entre les deux, on a mis en place donc un dispositif, nous, local, qui fonctionne dans le 16e, le 19e et à Courbevoie, donc en chantier d'insertion toujours, donc ça s'appelle Folie d'humus, qui est des bacs de dépôt intermédiaires de collecte. Donc dans tous les quartiers, il y a des poubelles où les gens peuvent, au pied d'immeubles, au pied du quartier, au carrefour, déposer leurs biodéchets. Et nous, on les ramasse par un triporteur pour les emmener à la plateforme de compostage. Et ça, c'est un vrai enjeu qu'on va avoir, puisque l'enjeu majeur, ça va être de laisser de la matière organique sur les territoires. C'est-à-dire que sans ça, on va avoir un système maintenant avec l'obligation du séparatif, d'emmener tous les biodéchets dans des grosses plateformes. Et quelque part, il faut ramener l'humus dans les jardins, dans les espaces verts communaux, etc. Et donc, il faut qu'on trouve un système intermédiaire et qu'on fasse attention à ne pas avoir le même système qu'il y a eu sur la collecte du papier recyclé, où autrefois, on le collectait de façon séparative, certains s'en souviennent, il y a 30 ans, et aujourd'hui, tout est mélangé avec les poubelles et les machins, donc il s'abîme, il est maltraité, il faut que des gens à la main le retrient, donc on crée du boulot de forçat, alors qu'avant, on faisait de la collecte séparative. Donc, je veux dire, il y a des choses à trouver là-dessus. Et puis, enfin, pour terminer sur la question de l'emploi, pour revenir à ce que disait Luc sur l'emploi, grosso modo, on a les chiffres, ça fait presque 30 ans maintenant qu'on répète ces chiffres et c'est vraiment super que FNE, grâce au pacte du pouvoir de vivre, se mette sur ce sujet-là. C'est que clairement, les méthodes écologiques, on l'a chiffré, rechiffré, c'est 10 à 20 fois d'emploi en plus à chaque fois, que ce soit sur les incinérateurs, que ce soit sur le génie écologique, que ce soit sur l'agriculture bio, etc. C'est chaque fois un facteur de 10 à 20, 10 en général et 20 en milieu urbain, parce qu'il y a des contraintes, des gros ouvrages. Par exemple, on prend les berges de Seine, ce n'est pas la même chose que faire une petite rivière, etc. Et là-dessus, on n'a jamais réussi à mobiliser les pouvoirs publics, mais jamais, 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 l'agence de l'eau, l'ADEME, tout ça, tout le monde s'en fout un peu, alors qu'on voit bien les enjeux très, très forts, et donc il faut vraiment développer cette question-là. Et y travailler, et alors c'est du travail effectivement très concret, puisque derrière, il faut populariser ces techniques douces, puisque plus de main-d'œuvre crée forcément de la douceur. C'est-à-dire quand c'est fait à la main au lieu d'être fait par un bulldozer, quand c'est fait par un cheval plutôt que par un tracteur, etc., ben forcément c'est plus fin, c'est plus dans la douceur, c'est plus écologique, c'est du lien social aussi autour. Et donc du coup, à ce niveau-là, il faut vraiment se mobiliser sur ce sujet-là. Et dernier point, on a un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle Vers les métiers de la transition écologique, qui est un dispositif à développer, qui se développe donc dans les Hauts-de-Seine, et qui peut être vraiment un outil pour des personnes qui tournent, qui gravitent autour des métiers, de nos métiers de l'environnement ou quoi, puisque l'idée, c'est d'aider les personnes à s'orienter vers ces métiers-là. Donc, on les accompagne. Actuellement, on a un programme, on accompagne 70 personnes dans les Hauts-de-Seine. Et c'est aussi un moyen, justement, parce que derrière, pour créer ces emplois-là, il faut aussi des ingénieurs, des techniciens, des gens qui ont d'autres expériences en entreprise pour les transférer vers les métiers écologiques. Donc, voilà, quoi. Un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Merci Yann. Il nous reste 2 minutes si on veut être cohérent avec l'horaire annoncé. Je ne voudrais pas frustrer quiconque d'une dernière question, mais je voudrais moi remercier vraiment très chaleureusement tous nos intervenants de terrain, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel Francis Redon nous a déjà beaucoup parlé et a pris des initiatives depuis de longues années. C'est un sujet un peu difficile, celui des déchets. Hein, bon, et
Et ce travail sur la valorisation d'expériences positives d'économie circulaire, ça nous permet de croiser effectivement des enjeux qui, à mon avis, vont devenir de plus en plus cruciaux dans les années à venir, parce que, bon, vous l'avez rappelé les uns et les autres, le dernier rapport du GIEC nous donne pas beaucoup de moments nécessaires pour accélérer le processus. Et donc, on a bien vu, à mon avis, que rien n'est possible s'il n'y a pas un travail croisé entre des collectivités locales qui sont très prescriptives sur ces sujets, entre des entreprises classiques, mais aussi des artisans, des concepteurs, on l'a vu à travers l'exemple de Sevran, et puis toutes ces structures d'insertion qui permettent de remettre à l'emploi un certain nombre de publics pour lesquels c'est une opportunité d'aller vers des nouveaux métiers et des formations. Et je pense que on a la matière, là je me tourne vers mon coprésident, à faire une contribution pour notre participation au prochain SDRIF, voire même une journée plus ambitieuse et en présentiel, parce que c'est vrai que c'est très, très frustrant pour nous de ne pas vous voir, de ne pas échanger, de prendre un petit verre à la sortie et d'échanger de la doc, etc. Bon, c'est mieux que rien, mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne une initiative à la rentrée quand on sera un peu plus loin de toutes ces échéances électorales et qu'on pourra peut-être faire un point sur les 3 thématiques qu'a évoqué tout à l'heure Luc, parce que sur le SDRIF, il faut, et on est en train de le faire, qu'on fasse une contribution sur le ZAN, mais ça, je dirais l'étalement urbain, la défense des terres agricoles. J'en profite pour faire un petit moment de publicité qui réchauffera le cœur de nos jeunes stagiaires et volontaires. Nous lançons mardi prochain à 17h à l'Académie du Climat, qui est l'ancienne mairie du 4e arrondissement, je crois, donc juste derrière la mairie de Paris, nous lançons une campagne de communication sur la défense des terres agricoles avec, je dirais, un petit concours original. Je vous laisse le découvrir. Vous le verrez sur le site internet de FNE Île-de-France. Et donc, si vous êtes disponible à 17h, mardi 26, pour aller à l'Académie du Climat derrière la mairie de Paris, vous en saurez plus sur le lancement de la campagne sur les terres agricoles. Mais au-delà des terres agricoles et puis de tout le travail qu'on peut faire avec d'autres associations sur la lutte contre la pollution de l'air, et on est au conseil d'administration d'Airparif et il y a un certain nombre d'associations très actives dans ce domaine. Mais c'est vrai que sur les déchets, on a besoin, sur un sujet aussi aride, de mettre en évidence les aspects très positifs, très concrets, porteurs pour l'avenir. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont apporté leur témoignage aujourd'hui. Je verrai avec Margot comment faire une petite restitution, soit sous forme de compte-rendu, soit sous forme de petits rapports sur notre site internet. Et merci aussi aux collègues du Pacte du pouvoir de vivre. Je sais que Olivier a dû nous quitter tout à l'heure, mais je pense que c'est une initiative concrète qu'on devrait reproduire sur d'autres sujets, parce qu'on peut croiser sur la question du logement, on peut croiser sur la question des migrants, on peut croiser sur les questions de solidarité, et tout ça a un rapport avec l'écologie qui est notre cœur de cible, mais pas que. Donc à tous, bon week-end et merci de votre participation et à très bientôt, j'espère.